que cette sono va marcher. Bon, alors nous voici réunis pour la remise du Grand Prix de la presse internationale, dont c'est la 6e édition. C'est une heureuse initiative de mon prédécesseur Gideon Coutts, que j'ai reprise avec enthousiasme parce que je pense que ce lien entre nous, correspondants étrangers en France, et les confrères français qui couvrent l'international est tout à fait intéressant. Alors l'objet est donc de récompenser les journalistes ou médias français qui se sont distingués dans le domaine de l'international. Et ceci cette année dans 4 catégories: la presse écrite, la radio, la télévision et les médias internet. Alors, nous allons peut-être commencer par celui-ci. Et dans la catégorie médias internet, il sera décerné à Anne Sinclair et Paul Ackerman, ici présents, ainsi qu'à la rédaction du Huffington Post. Le Grand Prix de l'année. Le Grand Prix. Pardonnez-moi. Le Grand Prix médias internet. Bravo. Que je confie pour remettre. Et puis, ça c'est pour après. Je serais content de nous parler un petit peu de cet effet de cause qui a monté un petit peu le niveau. Il est arrivé au début d'année, il va bientôt ouvrir les séminaires en Chine. Oui, c'est ouvert le 23 janvier. On va fêter effectivement notre première année quelques semaines. On a réussi à prendre une place dans les médias internet français assez rapidement pour devenir le premier pure player. Le premier pure player. Je m'en peux plus. Et le premier pure player en moins d'un an donc, et c'est une superbe aventure. On est parti de 8, on est 14 aujourd'hui, une super équipe qui donne toutes ces journées, tous ces week-ends pour faire exister ce nouveau média, de lancer un nouveau média comme ça, c'est une chance exceptionnelle. Et donc aujourd'hui c'est notre premier prix, donc on s'en souviendra aussi, peut-être qu'il y en aura d'autres, et ce tableau aura une place d'honneur dans les actions. Merci beaucoup. Bien. Bravo. Demain matin, vous aurez l'occasion de fêter ça, demain matin, lors du conviendra, demain soir, avec du crément de Bourgogne. Alors ça, j'y tiens beaucoup, bien sûr, c'est pas du champagne, c'est du crément de Bourgogne de Montpellier, de Bourguignonne, il est fait à côté de chez moi. Je l'ai rapporté personnellement et j'espère que si vous n'êtes que 14, ça suffira. Bon, ça dépend de l'heure de la journée. Voilà, et bravo. Et nous excusons Anne Sinclair qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui s'en est excusée. Bravo. Alors, on continue avec la catégorie radio, qui sera décernée à Isabelle Datt, chef du service étranger de RTL. Alors Isabelle, si j'ai bien compris, est on disait les bébés Chirac, les bébés RPR, c'est un bébé RTL. Elle m'a avoué que ça faisait 31 ans qu'elle était à RTL, elle a gravi tous les échelons, le reportage, la présentation, et vit avec passion l'international, que maintenant tu diriges depuis plusieurs années. Et tu vas peut-être nous dire comment ça fonctionne à RTL, combien vous êtes en service. Et voilà, mais d'abord, je vais remettre ce diplôme. Bravo. Ça fonctionne, on n'est pas très nombreux, c'est pas lui qu'on est. On n'entend pas. 14. On n'entend pas à la radio. Volume, merci. Ce sera très long. On est 4 au service et je suis content qu'ils soient là ce soir. Plus évidemment les reporters, plus les correspondants à l'étranger et le bureau de New York. Je suis très fière de ce prix. Je crois que les prix ne se ressemblent pas. Celui-là me touche particulièrement parce qu'il vient de vous, de cette association qui, si
si j'ai bien compris, a autant d'années d'existence que de membres, 67 États membres, 67 pays, c'est une belle performance. Et quand au fil des années, on écrit sur ces pays, on se dit que si ce soir vous avez décidé de vous décerner ce prix, c'était qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Alors pour ça, je vous dis merci beaucoup. Nombreux RTL, peut-être un peu plus qu'au Fulton ça manque un peu. Ce sera moi pour le service. Voilà, Je me disais que passer à 7 ans en vrai. Merci Isabelle. RTL quand même. Bravo. Un peu allemand. C'est un peu Alors, nous venons au prix télévision. Alors, chère Mona, Dieu sait que j'ai... Oui, Mona, je ne vais pas me faire gronder par ton mari. Je ne pourrais pas donner ton nom. Dieu sait que j'ai fait fédération pour des reportages, mais j'avais un autre candidat, je ne dirais pas lequel, ce qui fait qu'au sein de petit groupe du jury, on s'est un petit peu... Et là, il y a eu un veto, c'est Martina Zimmermann qui m'a dit, mais moi, je souhaite vraiment que ce soit Mona, j'adore, je suis son fan. Voilà, c'est exactement ce qu'elle m'a envoyé, belle nuit. Oui. Alors, il y a plusieurs. Elle n'est pas là, elle est à Dakar en reportage, et j'ai demandé à notre secrétaire général, à Nicolas, de lire le message qu'il destiné. Oh, mais c'est une lettre. C'est une lettre. C'est une véritable lettre. Alors, chers confrères, chers consoeurs, je voudrais déjà vous dire qu'il n'est pas évident de lire le texte de notre confrère, mais je vais essayer. Et 1000 fois pardon pour les manquements qui seront les miens. Prix international de l'APE, catégorie TV. Memona Iterman, grand reporter à France 3, nous revient tout juste d'Israël et de Gaza où elle a travaillé beaucoup pendant sa carrière journalistique. Pendant plus de 3 décennies, elle nous a informés de l'actualité brûlante du monde entier, des guerres et des révolutions. Irak, Afghanistan, Roumanie, Liban, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les guerres du Balkan, la fin du communisme et la chute du mur de Berlin, cette année encore, les élections aux États-Unis. Ces reportages sentent le terrain, ils sont engagés dans le sens que Memona n'oublie jamais les petits gens. N'oublie jamais les petits gens, les enfants qui ont faim, les mères qui pleurent, les peuples qui souffrent. Elle a cette capacité d'empathie parce qu'elle a vécu elle-même une enfance dans une grande misère qu'elle raconte dans une saga incroyable avec sa biographie, Tête haute, meilleure vente en 2007. Ayant grandi dans une famille moitié musulmane, moitié catholique sur l'île de la Réunion, elle connaît les différentes cultures et religions, ce qui se ressent à travers ces reportages qui sont loin des clichés et respectueux des gens interviewés. Mais Memona n'a jamais succombé à la tentation des stars de la télé. Elle ne fait jamais cas de sa personne. Elle est aimable, modeste et disponible. Même si François Mitterrand lui a remis la Légion d'honneur et Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy lui ont remis chacun un ordre des mérites nationales, qu'elle ne porte pas ce soir, on a refait. En juillet. Elle a zéro connivence avec les politiques. Bravo. En 1984, alors que le président Sarkozy allait recevoir le dictateur libyen en grande pompe à l'Élysée, Memona a pour une fois oublié sa retenue concernant sa personne. Elle a raconté publiquement comment Kadhafi a, sous prétexte d'une interview exclusive, essayé de violer et a protesté contre l'avenue de ce visiteur encombrant qui, comme elle disait alors, essuie les chaussures sur la tricolore. Propos aujourd'hui officiellement admis et confirmé aussi par notre consoeur Annick Cogent. Nous remettons notre prix de la presse internationale APE 2012, catégorie télévision, à Memona Iterman, en hommage à un journaliste indépendant et de plus en plus rare en ces temps de la communication politique. Félicitations et vives au Sénégal de la part de votre vice-présidente Martina Iterman, qui a défendu la candidature de Memona et qui regrette de ne pas être à la fête.
Je peux dire un mot? Ça, c'est plus qu'un message, c'est une lettre d'amour. Il se trouve que je n'ai pas fait campagne, chère Christine, que je n'ai jamais mis les pieds de votre association, qui est une très belle association, que je n'ai jamais demandé. Oui, c'est un tort, je côtoie mes collègues sur le terrain assez souvent et je leur rends hommage de cette façon-là. Et moi, je n'ai jamais demandé à avoir ce prix. C'est comme la Légion d'honneur, c'est comme l'Ordre national du mérite, c'est comme la médaille d'or de Cap-Breton dans les Landes, c'est comme la médaille d'or du tampon de la Réunion. Et pour moi, être au milieu de vous, c'était déjà ça. Ça, c'était compliqué. Je n'ai jamais fait d'école de journalisme, jamais, mais l'école de la République. Je suis très fière d'avoir ce prix. Pas pour moi. J'ai 60 ans. C'est pas carrière. C'est pas grave. C'est pas pour moi ce prix. Ce prix, c'est pour Salah Grabi, Pierre Guény, Julien Colombani, qui est dans la hiérarchie ici, Michel Renet, etc., etc., Robin Teboul, Denis Basson-Pierre, beaucoup d'autres, des gens que vous ne voyez jamais, mais qui m'aident parfois, souvent même, lorsque je suis crevée, à arranger mon texte pour qu'il soit un peu moins bancal. C'est donc un travail d'équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire. Comme pour un livre. Ici, de cette assistance, vous avez des gens qui savent faire des bouquins de la maison Lattès. J'ai signé en effet ce livre de 2007, je vais en signer un autre. Mais je dois dire même que je devrais le co-signer. Par exemple, Caroline Laurent. Donc tout ce blabla autour des journalistes qui sont des héros, moi je n'y crois pas du tout. Je suis ravie, contente que ma copine Zimmerman m'ait fait cette lettre. Je suis très contente d'être là avec vous. Mais encore une fois, je n'ai rien demandé. Mais très fière d'être parmi vous et j'espère être à la hauteur. J'espère être à la hauteur, ma chère Christine. Et je suis ravie de vous mettre. Je n'ai pas été tout à fait décidée par l'association. Alors je le remettrai à France 3. Voilà. Et à France 3. C'est pas fini. Allez, alors avec les confrères de France 3, tous ceux. Alors la bouteille de crème bon. Merci, merci. Et le club du Rhum de la Réunion d'ailleurs. La prochaine fois. La prochaine fois. Et le petit texte de Mémona. Et la lettre d'amour, ça je tiens. Voilà, merci. Voilà. Alors, il reste cher Annick Cogent. C'est un moment de fête, mais néanmoins, je suis obligée de baisser un petit peu le ton parce que vous êtes confrontés au monde et le monde est en deuil. À l'heure où je parlais avec la directrice de la communication du Monde l'autre jour, on tirait des tas de plans sur la comète. C'était le 3 mercredi dernier. Fin d'après-midi, et elle me disait « Ça vous ennuie qu'on l'annonce dans le Monde lundi soir, daté de mardi, c'est un petit peu tôt, je pourrais demander à Eric Israelovitch de faire un édito, puisqu'il aura la fierté que vous ayez ce prix, et que le Huffington Post soit également récompensé dans la même foulée. » Et à la même heure, il s'effondrait. Je sais que vous l'avez en direct ce matin, alors on est obligé d'avoir vraiment d'abord une pensée pour vous. Et puis, alors je vais revenir à vous. Vous êtes du mouvement depuis 81, je crois, c'est à peu près toutes les deux, vous avez de longues années dans les mêmes médias. Des gamines. De longues années dans les mêmes médias. Et c'est vrai que je connaissais vos reportages, vos papiers, mais je ne peux nier que ce soit les proies qui m'aient rappelé et donné envie de voir vos papiers qui ont précédé ce livre. Vous les avez envoyés, on a discuté dans le jury, et voilà, il se trouve que Mémona, vous êtes sur le même thème un petit peu, mais vous êtes sur tellement d'autres thèmes aussi. Moi, j'aime énormément Annick Cogent, je suis ravie qu'elle soit là. Voilà. Voilà un prix qui ne pose pas de problème. Voilà quelque chose qui ne pose pas de problème. Donc je pense que où est le... Voilà. Jeannette, pour toi qui avait... Voilà. Je te laisse le remettre. Et le micro est là. Et le micro est là. J'ai Annick qui arrive de je ne sais où, parce que c'est jamais là. C'est pas là. C'est pas là. Ça, c'est à terre. Écoutez, merci. Merci à tous. Merci à l'association. Un petit peu de silence au fond, soyez gentils. C'est Annick Cogent qui s'exprime.
C'est vraiment merci. Je suis très émue évidemment d'être là ce soir. Christine l'a rappelé, je pense forcément au directeur de mon journal, auquel on était réellement tous très attachés, qu'on a enterré ce matin. Je pense aussi à beaucoup de gens parce que c'était une drôle d'année pour moi, sincèrement. Elle a commencé il y a un petit peu plus d'un an finalement, enfin à peine, quand je suis partie en Libye, un pays que je ne connaissais pas, mais que j'avais envie de voir. Parce que je m'étais intéressée évidemment aux révolutions arabes, comme vous tous j'imagine, et que j'étais allée en Tunisie. Et qu'en Tunisie, j'avais vu à quel point les femmes, les Tunisiennes, étaient ardentes, vibrantes, combatives, s'exprimaient énormément, étaient vraiment part de cette révolution. Et puis j'avais suivi d'un peu plus loin ce qui se passait en Égypte. Et en Égypte aussi, les Égyptiennes étaient importantes. On les voyait sur la place Tahrir, elles prenaient tous les risques. Et il y avait de gros risques, mais on les voyait, elles s'exprimaient. Et quand je lisais, quand je regardais les reportages, la télévision, quand je lisais y compris dans mon propre quotidien ce qui se passait sur la Libye, je ne voyais jamais la moindre femme. C'est comme si c'était une planète avec uniquement des hommes. Ils n'avaient pas de mère, ils n'avaient pas de sœur, ils n'avaient pas d'épouse. C'était très étrange. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à aller en Libye, parce que je voulais m'intéresser aux femmes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font, les Libyennes? Elles participent à cette révolution, elles sont toutes parties du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez, quand on demande dans une rédaction à faire un reportage sur les femmes, ça paraît un petit reportage. C'est sur un tout petit segment, c'est pas un reportage très important, ça fait d'ombre à personne. Un reportage sur les femmes, c'est forcément un sous-reportage. Et je suis toujours très surprise de ça. Parce que c'est incroyable. On lit des tas de papiers sur des pays où il n'est jamais question de femmes et on trouve ça normal. On oublie de se dire, mais ça ne concerne que la moitié de la population. Il y a juste plus de la moitié de la population qui n'existe pas du tout. Et on a l'air très content de suivre ces révolutions, de suivre ces guerres, etc., sans jamais parler des femmes. Et donc je suis allée en Libye sous ce prétexte-là au départ. Ça m'animait vraiment, mais ça a été aussi l'occasion de faire beaucoup d'autres papiers, parce que c'est vrai, j'ai de la chance, j'ai toujours de la chance, je croise les doigts. Mais c'est vrai, quand je suis arrivée, bien le lendemain, Kadhafi était capturé et puis après lâché. J'ai donc fait beaucoup d'autres reportages. Mais après, voilà, enquêtant sur les femmes, je me suis rendu compte qu'elles avaient été incroyablement importantes dans cette révolution, qu'elles avaient même joué un rôle fondamental, qu'elles avaient soutenu, mais qu'elles y avaient participé, qu'elles avaient pris tous les risques, qu'elles avaient vendu leur collier d'or pour acheter 10 Kalachnikov, qu'elles avaient fait de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elles avaient fait du renseignement pour l'OTAN, etc., qu'elles avaient soigné les blessés, qu'elles les avaient cachés, etc. Et qu'elles risquaient gros, qu'elles risquaient le viol, en effet, qu'elles risquaient bien sûr d'être tuées comme tous les combattants, mais qu'en plus, systématiquement, elles risquaient d'être violées. Et que le viol était une arme de guerre, simplement on ne pouvait pas en parler parce qu'aucune ne parle de ça, parce que c'est un sujet tabou, parce qu'on ne rencontre jamais de victime qui accepte de parler de ça. Elle risquerait sa vie, de sa propre famille, vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son clan, de son village, sa tribu, etc. Donc c'était terriblement compliqué et je pensais rapporter un papier au départ sur l'enquête impossible. Et puis voilà, je rencontre un peu par hasard une jeune fille qui me raconte son histoire. Elle est révoltée, elle vient de voir le cadavre de Kadhafi à la télévision. Elle est en colère parce qu'elle se rend compte qu'elle a été terriblement victime pendant 5 ans et qu'en plus, elle risque d'être considérée comme coupable. Parce qu'une femme violée, la plupart du temps, est considérée comme une coupable. Et elle me raconte, non, elle n'a pas été violée pendant la Révolution, elle a été violée bien avant. Elle a été violée par Kadhafi lui-même. Pendant plus de 5 ans, elle a fait partie de son harem, elle a été kidnappée à l'école, etc. Et c'est une histoire absolument incroyable qu'elle commence à me raconter. Et voilà, le papier paru dans Le Monde, il a fait un peu le tour du monde parce qu'il a été beaucoup repris. Et je suis repartie après, j'y ai passé mon hiver. Effectivement, c'était un hiver assez solitaire parce que quand on écrit, effectivement, à la différence de la télévision, on ne part pas avec une équipe. Là, j'étais vraiment toute seule. Et je ne savais pas ce qu'elle allait devenir, mais c'est vrai que c'est devenu un livre. L'histoire de Soraya et puis d'autres choses, parce que évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont parlé après. C'est très compliqué d'obtenir leur témoignage. En tout cas, évidemment, je pense à ces femmes aujourd'hui, ces Libyennes, pas seulement les Libyennes, toutes les femmes de la Révolution arabe, mais d'abord les Libyennes. Je pense à la petite Soraya. Et puis, j'ai toujours une pensée pour ma mère. Quand je reçois quelque chose, parce que c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Merci.